Bonjour, voilà donc la vidéo du dernier cours magistral d'OS 25 qui devrait être un petit peu plus court, un petit peu plus courte que les autres. Je ne vais pas avoir besoin d'Octave cette fois-ci. Alors on va reprendre nos fascicules, donc je vais vous parler un petit peu. Donc c'est plutôt un cours sur les perspectives et les choses un petit peu à côté. Je vais vous parler un petit peu quand même de compression. Même si bon, il y aura peut-être une ou deux questions d'examen sur le sujet, mais parce que le sujet est quand même intéressant. Et puis vous présentez une perspective intéressante qui s'appelle le microscope à mouvement ou l'analyse d'images et de micro-mouvements sur les images. L'amplification du mouvement, je trouvais ça assez intéressant de vous montrer ça. Alors peut-être sur la compression des images, vous avez tous entendu parler des images, des formats d'images, hein, BMP, JPEG, PNG. Vous savez que certains de ces formats compressent énormément les données. On en a parlé d'ailleurs en début de cours pour évidemment gagner de la place sur les espaces de stockage et puis sur le transfert de données. Évidemment, il y a les fichiers RAW, là, RAW, qui ne sont pas compressés, qui contiennent toute l'information mais qui prennent énormément de place. Alors, comment est-ce qu'on peut compresser? Quelles sont les méthodes? Alors, je vous ai montré cette petite capture d'écran de Wikipédia d'il y a quelques années, ça a dû changer depuis. Il y a énormément de méthodes de compression de données, d'ailleurs au sens général, hein, et pas seulement d'images. J'ai essayé d'en sortir deux ou trois. Il y a deux grandes familles déjà, il y a évidemment les compressions sans perte et avec perte. Donc les compressions sans perte, ça va être tous les formats de type zip, hein, que vous 7Z, qui en fait se basent sur des récurrences dans les données. Et puis bon, il y a tout un tas de... je vais vous parler aussi de ce petit... celui-là qui est assez simple à comprendre. Et puis, il y a toute une famille de compression qui est... ouais, toute une famille de compression qui est avec perte. C'est-à-dire on va sacrifier une partie de l'information en choisissant ce qui n'est pas important. Et puis, voilà. Alors, déjà, sans perte, on peut appeler ça du compactage, donc c'est le zip. Voilà, c'est ce genre de format. Il y a un algo qui est assez intéressant à comprendre, qui est tout simple, c'est le LRE, Run Length Encoding. Donc l'idée, c'est si on a une suite de caractères, alors évidemment ça c'est pour des fichiers quelconques, hein, mais on peut imaginer dans une image une suite de pixels qui sont identiques, et bien on remplace ça par un couple qui sera le nombre d'occurrences avec le caractère répété. Donc évidemment, cette chaîne de caractères ici va devenir 8A parce que j'ai 8A, 2Z, alors c'est pas très rentable pour le Z évidemment, ni pour le R. On peut aller plus loin en utilisant une compression par dictionnaire. C'est-à-dire que au lieu d'aller ligne par ligne et puis de préserver comme ça l'ordonnancement des données, on peut aller chercher les similitudes dans un dictionnaire. Par exemple, si on voulait appliquer ça sur un texte, eh bien, on irait chercher tous les A dans un dictionnaire et on irait pointer sur le A à cet endroit-là. Ça veut dire que on gagnerait de l'espace par rapport à ce système LRE. D'accord ? Voilà. Et le codage anthropique, eh bien, c'est quelque chose d'assez similaire, mais qui optimise un petit peu le dictionnaire. C'est-à-dire quels sont les mots ou les codes les plus fréquents. Et dans ces cas-là, on applique le code correspondant à ce mot, qui est très fréquent, un code le plus court possible. Voilà, pour gagner en place. Donc, d'où l'idée d'entropie. L'entropie, si vous vous souvenez, alors peut-être que vous n'avez pas croisé ce terme, ou
peut-être, hein, mais l'entropie, c'est la quantité de probabilité. Plus quelque chose a d'entropie, moins il est probable. D'accord ? Donc ça pourrait être on pourrait dire un codage un peu probabiliste. C'est-à-dire plus quelque chose est probable, moins il va occuper de place. Tropie, la direction, hein, isotrope, anisotrope, vous avez vu ça en optique. Donc entropie, c'est toutes les directions, si je ne me trompe pas. Voilà. Compression avec perte. Alors là, ça va bien s'appliquer sur des signaux vus ou entendus par nous. Pourquoi ? Parce que nous, quand on perçoit quelque chose, notre cerveau, il s'intéresse à ce qui est important pour lui, et notamment pour sa survie. Du coup, par exemple sur des signaux audio ou sur des signaux, par exemple on va être très sensible à tout ce qui est autour du spectre fréquentiel de la voix. Et du coup, une compression qui est très connue, c'est la compression MP3, où on va comprimer des changements de dynamique sur des plages de fréquences où on est moins sensible. Alors c'est sûr, pour les puristes qui aiment la belle musique, etc., et qui ont l'habitude d'écouter des signaux non compressés, ils vont tout de suite voir la différence. Mais voilà, pour quelqu'un comme nous, hein, on va voir assez peu de différence sur un MP3 par rapport au fichier d'origine. Donc là, on perd arbitrairement de la donnée. Petite info quand même, cette compression, ça a quand même des enjeux industriels importants et économiques, hein. Le MP3, c'est un brevet des instituts Fraunhofer en Allemagne. Donc c'est un format qui a été généralisé mondialement. Et ils se sont fait tellement d'argent avec ce brevet que ils ne savaient plus quoi en faire, hein. J'ai un collègue qui travaille dans les instituts Fraunhofer, il m'a expliqué que voilà, ils ont construit des parkings, des machins, enfin voilà. Donc il y a des enjeux derrière ces histoires de compression. De plus en plus aujourd'hui, bien évidemment, avec l'explosion de la donnée pour voilà, l'intelligence artificielle, la voiture autonome, où là on va exploser la quantité de données à communiquer. Il y a 2 ans, j'étais à une conférence où un responsable d'Intel expliquait que c'était ça en fait la prochaine révolution, c'était gérer la quantité de données. Gérer la quantité de données. Alors la gérer aussi bien en termes de volume, mais aussi bien en termes de traitement intelligent, qu'est-ce qu'on retient, sur quoi on prend nos décisions. Et aussi gérer la communication de ces données. Et je pense qu'ils se trompaient assez peu, hein, parce que on voit tous les efforts qui sont déployés pour la 5G, pour la fibre, etc. En image, sur quoi on va sacrifier la donnée ? Eh ben, justement, la compression JPEG, elle est basée sur notre réponse et ce qu'on voit dans une image, et notre sensibilité quand on regarde une image couleur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, je vous ai montré une image comme celle-là. Alors, c'était au tout début, avec la petite fleur jaune, là. Hop. Voilà, ça va pas être loin. Là, voilà. Vous voyez, regardez entre notamment les 2 premières, quand on voit l'espace occupé, rien que le nombre de couleurs occupées par les 2 premières, et puis le peu de différence que nous on voit. L'idée, c'est que là, la résolution spatiale n'a pas changé. Il y a toujours autant de résolution. Par contre, il y a beaucoup moins de quantification de couleurs différentes. Par contre, on voit très peu de différence entre les 2 images. Alors surtout sur un écran, sur une vidéo YouTube, hein, on est d'accord. Et en fait, la compression JPEG, elle va se baser là-dessus, sur notre faible sensibilité à la chrominance. Voilà. L'œil est peu sensible aux variations de chrominance, donc aux faibles variations de couleur. Par contre, on est très sensible aux variations d'intensité. C'est pour ça que on a
comment dire, on a facilement toléré les films en noir et blanc, hein, parce qu'on est principalement, euh, on est principalement sensible à à la variation d'intensité et moins à la variation de couleur. D'ailleurs, on peut voir des films entiers en couleur un peu sépia, euh, par exemple dans le genre Amélie Poulain, certains films de Genet, je crois, le réalisateur, La Cité des Enfants Perdus par exemple, où finalement on a assez peu de variations de couleurs dans ces films, euh, et, euh, et ça nous gêne pas du tout, quoi, hein. Au contraire, ça contribue un petit peu au côté artistique, hein. Bref, je divague un petit peu, mais l'idée c'est que sur le JPEG, on va virer, alors pas toutes les couleurs, mais sous-échantillonner la chrominance. Et pour ça, on va utiliser un espace de couleur qui est expliqué ici, où en fait, on a la luminance, qui est vraiment l'espace où on ne va pas faire de sacrifice, puisque là, c'est l'intensité. Et puis les chrominances sont sur les deux autres canaux. Donc, au lieu d'avoir RGB, ben, j'ai un canal d'intensité, et puis ensuite euh, bien, le CB et le CR. Et là, par contre, on va compresser. Donc, vous avez ici le déroulé de la compression JPEG. On sous-échantillonne les couleurs. On découpe en blocs de pixels les couleurs. Là, on fait une DCT, donc c'est une Discrete Cosinus Transform, donc c'est une transformée de Fourier, hein, en gros. Et là, on quantifie. Là, on compresse. Et on a la norme JPEG. Et puis évidemment, donc vous voyez, ce codage-là, là, cette partie-là, elle est sans perte, hein, c'est le LRE de tout à l'heure. Comme ça, quand on décompresse, on retrouve la même info. Et puis ensuite, on fait la quantification inverse. Et on repart en couleur. Mais là, évidemment, c'est ici qu'on a la différence, hein. On a une image brute qui prend beaucoup de place. Là, on sous-échantillonne. Et puis ben là, l'image prend plus du tout de place, presque plus de place, sauf à ce moment-là où on va suréchantillonner pour l'afficher. D'accord ? Voilà. Et là aussi, on va regagner évidemment en place puisqu'on décompresse la partie qui a été compressée sans perte, qui a été compactée. Donc en couleur, voilà ce que ça donne, une image en RGB. On la transforme sur ces trois canaux de couleur. Ensuite, ben, c'est ces deux canaux ici qu'on va sous-échantillonner. Ensuite, on les découpe en blocs de gros pixels, on fait une transformée de Fourier et on va virer des fréquences hautes. Donc, on va encore sous-échantillonner en gardant des fréquences basses de la chrominance. Et puis ensuite, voilà, donc on vire les hautes fréquences, on fait un passe bas. Et ensuite, on fait la partie sans perte, hein, donc cette partie-là. Et oui, parce que les faibles variations de couleur, on ne les voit pas spatialement. Alors regardez ici un exemple sur cette image. Hein, on passe de 380 kg à 11, donc c'est un facteur 40, quasiment, 40. Moi d'ici sur mon écran, je suis pas très loin, je vois pas la différence. J'ai mes lunettes, hein. J'arrive à la voir un petit peu, peut-être ici sur la feuille, hein, si vous regardez, on voit quand même un peu mieux des petites variations de couleurs ici, qui sont un petit peu plus atténuées, mais franchement, on voit pas de différence, quoi, hein. Alors ça pour le coup c'est la JPEG 2000, mais c'est quasiment le même principe. Je sais plus quelle est la différence. Ah, voilà, la différence c'est qu'au lieu de faire une DCT, on fait une transformation en ondelette. Et donc la transformation en ondelette de mémoire, hein, ça permet d'avoir évidemment un filtrage passe-bas, mais qui respecte un peu mieux le signal. J'en sais pas plus, hein, et je vous en demanderai pas plus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, retenez que on perd des informations dans ce compressage avec perte, mais ce sont des informations qui sont liées à notre perception. Hein, on appelle ça... voilà, on perte sur les données perpétuelles, enfin ce qu'on perçoit, perceptuel, oui c'est ça. Voilà. Donc à l'image de ce qu'on fait en audio.
En vidéo, c'est pareil, mais ça, on le fait depuis toujours. Étant donné qu'on voit que 24 images par seconde, les films sont à faible fréquence. Alors évidemment, il y a des plus hautes fréquences sur les écrans, sur les jeux vidéo, etc. pour être le premier à cliquer quand on tire. Voilà, à 100 Hz, personne ne peut voir au-delà de 100 Hz, bien évidemment. Donc c'est déjà des pertes dès l'acquisition d'ailleurs. En science, quand on veut prendre en photo une réaction chimique, un procédé physique, on ne se limite pas à 100 Hz. On va voir avec une résolution beaucoup plus fine pour comprendre ce qui se passe. D'accord ? Vous avez dû voir ces images de balles qui traversent je sais pas quoi, une pomme ou n'importe quoi. Ou moi, dans mon domaine, le laser, on regarde l'interaction laser à l'échelle femtoseconde, donc 10 puissance moins 15 secondes. Donc 15 zéros derrière la virgule, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Évidemment, là, on ne cherche pas à faire de la compression. Voilà, donc là, les références. Alors, je vous ai promis dans le mail de départ que je vous montrais comment un paquet de chips peut révéler un secret d'État. Alors, je pourrais vous parler de plein d'autres choses aussi en termes d'application. La reconnaissance faciale, ça c'est quelque chose qui, il y a 10 ans, était anecdotique. Alors pour ça, je vais me baser sur je ne vais pas vous parler de la reconnaissance faciale, mais aujourd'hui, vous installez Python sur votre PC, vous pouvez faire de la reconnaissance faciale en 2 heures, c'est fait. Hein, vous allez sur un tuto YouTube et vous faites un logiciel de reconnaissance faciale, alors sans forcément tout comprendre, mais voilà, derrière, il y a des étapes qui vont repérer les yeux sur un visage, et puis calculer un petit peu les distances entre les différents éléments, prendre des photos sous tous les angles, et puis ensuite on reconnaît un visage. Et les enjeux sont immenses, quoi, hein, évidemment. Donc je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de voir, amplifier ce qu'on ne voit pas à l'œil. Donc je me suis basé sur vous devez avoir le lien ici, hein, c'est TED, c'est des présentations, un peu de vulgarisation de thèmes scientifiques, ou parfois même artistiques, ça va un petit peu dans tous les sens, mais souvent c'est pas mal. Et donc j'ai trouvé cette présentation de cet étudiant à l'époque. Alors je crois que vous avez le son. Alors je vais pas juste... Voilà, je pense que vous avez le son. Alors je vais gagner un petit peu de temps, même si vous pouvez aller la voir, cette vidéo sur YouTube ou sur... Attendez, je voulais voir. Voilà, Michael Rubinstein, qui à l'époque était doctorant au MIT. Voilà, ça s'ennuie pas au MIT. Donc là, bon, il parle un anglais très clair, scientifique, donc assez simple à comprendre, mais voilà, il explique que les microscopes ont permis de voir des choses toutes petites. Et l'audience est captivée. Et en fait, il va commencer par par l'image d'un collègue, une vidéo d'un collègue. Alors voilà. Et si on regarde cette vidéo, est-ce que j'ai l'espace qui marche, voilà. Si on regarde cette vidéo, bon ben, il ne se passe pas grand-chose. Et il explique que si on s'amuse à amplifier les couleurs, rien qu'à partir du signal de la caméra, alors c'est une caméra un peu rapide, hein, peut-être 1000 images par seconde, je ne sais plus. Mais là, on voit pas grand-chose. Et si on s'amuse à amplifier les couleurs, alors comment on va faire ça ? C'est facile. Dans votre premier ou votre deuxième TD OS25, vous avez amplifié le contraste d'une image. Imaginez que vous amplifiez le contraste sur le canal rouge, par exemple, uniquement le canal rouge. Vous allez tomber sur un truc un peu comme ça, ce qui va vous montrer... Hop. C'est pas pratique parce que j'ai pas la miniature là. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on voit évidemment ici? Ben, ce qu'on voit en fait, c'est le flux sanguin. Voilà, et ça correspond évidemment au battement du cœur de son collègue. Très expressif par ailleurs. Mais vous voyez qu'en amplifiant comme ça la couleur, on a une information biologique pour le coup, qui est intéressante, et une application qu'il a faite pendant sa thèse, c'est évidemment le suivi, vous voyez tout de suite une application biomédicale intéressante à l'hôpital de Winchester, où on peut suivre comme ça, sur des bébés prématurés, la bonne circulation, le battement, etc. Alors bon, je ne sais pas si ça donne l'oxygénation et tout, j'en sais rien, mais c'est une première approche qui est intéressante. Bon, d'ailleurs, au passage, un nouveau-né, 150 coups par minute, c'est normal. Il ne faudra pas vous inquiéter. Et il s'est même amusé à appliquer sa technique sur une image extraite d'un film, qui est Batman, je crois, oui c'est écrit, où on retrouve ici le battement et le flux sanguin. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il explique qu'il a amplifié de la même manière les mouvements. Alors là, c'est évidemment un algorithme un petit peu plus complexe, parce que donc là, il explique juste l'amplification des couleurs, et plus loin, il explique l'amplification des mouvements. Voilà. Alors, comment est-ce que l'amplification des mouvements est réalisée? Alors, je vais faire une petite pause. En fait, il s'agit de regarder les pixels voisins d'une image à l'autre. Donc là, on regarde... ça n'obéit plus. C'est un peu pénible. J'ai le droit de faire pause ou pas? Bon, apparemment non. Alors, je vais essayer de faire en live. Typiquement, sur une vidéo comme celle-là, on a vraiment l'impression que rien ne bouge. Et la vidéo n'est pas truquée. Et je peux vous dire que quand on est parent, je vous jure, des fois, on a l'impression que le bébé ne respire plus. Alors malheureusement, ça arrive et c'est dramatique, hein. Je ne veux pas en rire, mais vous verrez. Vous verrez, vous irez voir. Putain, il respire ou pas? Voilà, vous verrez. Et là, avec cette amplification de mouvement, alors ça va faire un peu alien, hein, je vous préviens, mais avec l'amplification de mouvement en analysant pixel à pixel, on arrive à avoir comme ça les micro-mouvements qui sont amplifiés. Okay. Alors c'est sûr, ça c'est très américain, hein, de montrer le concept sur un truc un peu rigolo, comme ça vous vous en souvenez, hein, c'est très fort. Hein, ils ont cette qualité-là qu'on a moins facilement chez nous. Évidemment, on peut appliquer ça à tout un tas d'images biologiques pour suivre le flux sanguin, encore une fois, et les mouvements d'un œil. Hein. Alors c'est sûr, c'est un peu gross, comme ils disent, hein, mais effectivement, un œil, c'est jamais parfaitement immobile, hein, c'est toujours en train de rectifier sa position. Et on peut imaginer, donc sur des sujets humains, etc., je vais aller un petit peu plus loin, mais voilà, regardez par exemple ici, sur des applications, j'aurais pas dû avancer, sur des applications un petit peu plus industrielles pour analyser des vibrations dans un moteur. Hein. Tiens, quel est l'axe de vibration? Est-ce qu'on peut optimiser ça? Ça, c'est vachement intéressant. Ça, je peux vous dire que ça intéresse des gens. Pareil dans le génie civil. Hein, les oscillations liées au vent, etc. Sur certaines structures. Donc là, c'est une grue, c'est pour illustrer, hein, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et ils sont même amusés là, à mettre le code en ligne. On peut mettre ces vidéos et ça amplifie le mouvement de votre vidéo. Bon là évidemment c'est une future naissance. Donc ça c'est des images un petit peu au hasard. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que... Alors... Ouais. C'est le principe qui arrive. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, une onde acoustique, c'est un déplacement de
de particules, donc de l'air, ou de surface issue d'une membrane qui vibre. Et donc si on peut filmer cette membrane, et alors ça c'est le principe de la captation d'une onde acoustique, hein, avec ces ondes longitudinales qui viennent exciter la membrane ou le diaphragme plutôt d'un micro. Mais là l'idée c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas filmer une surface qui vibre avec des ondes acoustiques? Donc là typiquement c'est lui en train de faire une note ou simplement de parler, donc il se filme, et puis il va zoomer sur sa gorge et il montre, en amplifiant le mouvement, la vibration de la gorge. Donc vous voyez, hein, la vidéo, c'est une caméra à 2000 images par seconde, et on voit ici la vibration des cordes vocales, et en déduire la note. Mais on peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment, hein, vous le voyez venir, je pense. Par exemple, sur un verre, avec une cantatrice à côté, hein, ou une source sonore, on va voir les modes d'oscillation du verre ici, qui peuvent faire briser la structure, on le sait bien. Donc là il y a un loudspeaker, donc c'est un haut-parleur. Donc vous voyez, on pourrait imaginer filmer comme ça des surfaces qui vibrent et comme ça remonter à des secrets d'état. Et pour le prouver, ils se sont amusés à faire cette petite expérience avec un paquet de chips. Alors les gens sont médusés comme vous, j'en suis sûr. Voilà, un petit paquet de chips à côté duquel ils ont émis un signal sonore qui était une conversation, donc c'était pas un signal extrêmement fort. Et en récoltant les vibrations sur l'image, donc sur l'image du paquet de chips, ils ont pu remonter au spectre, hein, donc la vibration de cette zone-là, et ils ont pu reconstituer le signal sonore. Alors c'est bruité, hein, évidemment, c'est pas comme ce qu'on obtiendrait avec un vrai micro, etc. Mais on retrouve sans problème le signal source. Donc je trouvais ça intéressant. Parce que, vous voyez, la quantité d'informations qu'on a dans une image, et puis, qui plus est, dans une pile d'images vidéo, je suis sûr que vous êtes en train d'applaudir derrière votre écran, la quantité d'informations est phénoménale. Hein, on peut remonter à des sons, on peut remonter à des trajectoires, évidemment, si on suit des objets, etc. Et là, pourtant, c'est des vibrations, des déplacements qui sont très faibles, l'ordre du micromètre. Et ils se sont amusés, alors je crois qu'elle arrive juste après. Donc faire ça sur des feuilles. Et aussi, ils ont fait ça à travers une vitre, hein, tout simplement. Ils ont filmé à travers une vitre le paquet de chips. Hein. Je crois qu'après... Voilà, ils s'amusent à refaire une expérience. Voilà. Ils ont filmé avec une caméra derrière le paquet de chips. Et derrière une vitre, le paquet de chips, voilà, ils ont pu comme ça reconstituer un signal sonore. Voilà. Voilà pour ce cours. Bon, le dernier CM était un petit peu plus décontracté, un peu plus court aussi, tant mieux. Je sais que vous avez plein de choses à faire. Essayez de garder à l'esprit cette possibilité de tout ce qui est offert en fait par l'analyse d'images. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire carrière dans l'analyse d'images. Je suis juste en train de vous dire que je dirais peut-être quel que soit le domaine dans lequel vous atterrirez, bien vous en entendrez parler. Et là, je n'ai même pas abordé l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'objets, la classification, la fouille de données, tout ça aussi, ce sont des choses extrêmement utilisées et répandues aujourd'hui. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, notamment pendant les séances où je suis connecté en WebEx et par mail.